Développement, comment passer de revendeur à producteur. Nous ouvrons donc notre thème de ce matin. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez tout simplement que vous regardez Espace Miné. Votre émission se poursuit jusqu'à 11h passées de 52 minutes. Et pour ouvrir donc ce thème, je vais tout d'abord me rapprocher d'Ibrahim. Ibrahim qui est expert en entrepreneuriat et qui est donc là sur ce plateau tous les mardis pour édifier nos jeunes entrepreneurs. On parle de développement et on s'interroge ce matin comment passer de revendeur à producteur. D'accord, c'est une thématique assez intéressante, Monsieur Biya, parce que ça me rappelle la dynamique de l'import-substitution. C'est-à-dire que le revendeur, c'est quelqu'un qui a importé un produit et qui doit l'écouler, et le producteur, c'est quelqu'un qui produit sur le plan local. Donc, en réalité, au travers de cette thématique, on comprend qu'il y a un dilemme où la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on quitte d'importateur à producteur au niveau local? Comment est-ce qu'on fait pour convertir ces acteurs-là qui sont déjà sur le marché à quitter d'acteurs clés ou stratégiques dans la distribution des produits importés vers des produits qui sont produits localement? Et l'enjeu en réalité est déterminant et elle est véritablement considérable. Enfin, Bia, excusez-moi, je t'ai appelé parfait tout à l'heure. Donc, je crois que il faut d'abord résoudre la question de savoir pourquoi est-ce que les revendeurs sont restés revendeurs. Lorsque vous allez au Minmesa, vous demandez il y a combien d'entreprises qui ont été créées. Je pense il y a 2 ans de cela, quand on avait donné les statistiques, j'étais ébahoui, on parlait de 300 000 entreprises. On a 300 000 entreprises et on a l'impression qu'en réalité, on n'est pas toujours indépendant économiquement parlant. Parce qu'on a des personnes, qui sont dans les services, 2 qui sont des revendeurs. Et pourquoi est-ce que ces revendeurs-là, qui connaissent déjà le marché, qui ont une main sur le marché, ne peuvent pas devenir des producteurs? C'est là qu'on veut toucher. Souvent, on dit entrepreneuriat. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on va les interpeller à aimer un peu plus le Cameroun? C'est vrai qu'il y a quand même 3 raisons qui peuvent les dissuader d'aller dans la dynamique de production locale. Vous avez premièrement, comme raison, ils peuvent vous parler de la mentalité de la rapidité. Quand ils mettent son argent, ils veulent récupérer l'argent rapidement. Donc, je prends, je vends et je récupère rapidement l'argent. Mais au niveau de la production locale, il faut d'abord des autorisations, il faut des agréments, il faut la phase de transformation, il faut de la rigueur, il faut la chaîne de valeur, il faut la maîtrise d'un certain nombre de choses, il faut des postes de distribution. C'est tellement complexe pour eux qu'ils ne veulent pas se lancer dans une dynamique où la chose est un peu plus complexe. La deuxième raison, c'est que quand vous dites production locale, vous appelez à la notion des machines, vous appelez à la notion des procédés, vous appelez à un niveau de rigueur beaucoup plus poussé. Et eux, ils ne sont pas formés en réalité pour être des producteurs. Ils sont formés soit pour demander de l'emploi, soit pour être des revendeurs. Et c'est ça, en fait, qui biaise la politique de l'import-substitution. Et tant qu'on ne comprend pas qu'il faut véritablement mettre un cadre, au-delà même de l'existence d'une chaîne de valeur qui permet de les encourager dans ce sens-là, ou même des fonds de garantie qui leur permettent de se lancer, pas forcément à l'échelle industrielle au départ, mais ils peuvent aller avec de façon progressive, avec une petite échelle, une petite unité, et puis ils évoluent progressivement. Donc, je voulais en réalité que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont ceux qui connaissent déjà le marché. Ils écoulent des produits. Ce que l'État attend aussi d'eux, c'est qu'au-delà, comme ils connaissent le marché, ils connaissent les produits qui passent, ils connaissent à combien on les achète, ils connaissent même pourquoi les clients les achètent. Pourquoi ne pas identifier ces produits-là sur les marchés et commencer à dire, ok, parmi tout ce qui passe là, comme celui-ci passe toujours et que les gens les achètent pour ceci, je vais commencer à produire ça sur le plan local. Et à introduire ça progressivement de façon stratégique, de telle sorte que le pouvoir économique ou les devises du pays ne cessent pas que de sortir, mais qu'il en reste véritablement. Et qu'on commence quand même à faire un pas majeur dans l'import substitution. Vous voyez que quand vous dites ça, ça pousse ces derniers à réfléchir et en ce moment, ils n'ont pas vraiment le temps de réfléchir parce qu'ils ont déjà pris goût à dépenser pour recevoir rapidement. Oui, mais l'importation, quand tu importes, tu gagnes aujourd'hui, mais quand tu produis, tu gagnes demain. Et il faut arrêter. Ils ne veulent donc pas gagner demain. Non, mais ils sont conditionnés, ils sont liés par le fournisseur. Lorsqu'on essaie de faire ça, c'est pas aimer son pays, c'est pas aimer les Camerounais. Parce que lorsque vous ne faites que prendre les produits qui sont importés pour les vendre, vous ne créez que des valeurs pour le pays qui a fabriqué ces choses-là. Les pays les plus puissants au monde ne vendent pas beaucoup dans leur pays. Ils produisent ce que les gens achètent. C'est ce qu'ils font. Et il faut qu'on apprenne à entrer dans cette dynamique. Merci, merci à Maxime pour cette réaction. Alors Cyril, on parle bien sûr d'import-substitution ce matin, on parle de la promotion du Made in Cameroun. On voudrait impérativement, à travers cette thématique, essayer de voir comment est-ce que les revendeurs peuvent partir de ce statut pour devenir des producteurs, afin bien sûr de produire localement ce que nous consommons.
au regard de la dynamique qui est lancée en ce moment, au regard des revendeurs qui ont déjà pris goût à placer un peu d'argent, calculer le petit bénéfice qu'ils peuvent avoir, écouler rapidement les produits, aller encore acheter, est-ce que ces derniers peuvent facilement passer de statut de revendeur à producteur? Ben, c'est une vaste question. C'est le rêve que nous tous nous chérissons, mais il faut dire que par la structure historique de notre économie, on nous a orientés vers l'exportation. Certaines langues disaient que l'Afrique était considérée comme étant une plantation où on venait cultiver notamment des denrées que nous ne consommons pas pour envoyer sur le marché international. Donc par exemple le cacao, moi j'ai du mal à savoir quel est le mets africain, camerounais qu'on fait avec le cacao ou le café, je ne connais pas. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous avons construit, on nous a appris à être des négociants. Nous cultivons, nous négocions la vente à l'exportation. Et vous verrez même que moi, j'ai grandi dans les zones de Konsamba. Et même les négociants de café, cacao, c'était les Blancs. C'était même pas nos agriculteurs. C'est-à-dire, on finissait de cultiver, on réunissait et on allait donner à la coopérative qui était gérée par des Grecs. Et ce sont eux qui faisaient l'exportation. Les Camerounais, même, c'était très peu à pouvoir faire de l'exportation des matières premières. Donc, il y a ce premier pan. C'est-à-dire que ce que nous cultivons, malheureusement, est très inadapté par rapport à la consommation que nous avons. Deuxième chose, il y a les habitudes, on a parlé de l'influence culturelle. Aujourd'hui, moi, je regarde, par exemple, quand nous étions enfants, le manioc, le macabo, la banane, c'était des nourritures que nous mangeons comme étant la nourriture quotidienne. Et le riz, les pâtes, c'était des nourritures exceptionnelles. Ça s'est inversé. Aujourd'hui, il est plus facile d'avoir un bol de riz, un pas de pâtes, de spaghettis, que de toucher du plantain, c'est seulement pendant la période de fête. Maintenant. Donc il y a une inversion, peut-être due à l'influence, on parlait du cinéma, des mots du fast-food, des burgers et tout ça. Donc ce qui fait que les gens ont tendance à regarder ce qui se fait là-bas et le ramener ici parce que ça irait plus vite. Maintenant, il y a, tout à l'heure je parlais d'un militantisme, il y a une guerre économique, une guerre civilisationnelle qui se joue aujourd'hui. Et il faut être capable de rentrer dans des approches presque de restrictions. On parlait par exemple, certains pays, des nouveaux pays émergents d'Afrique, parlent même de restrictions douanières. C'est-à-dire à un moment donné dire, il faut imposer une réappropriation de notre culture, par exemple dans la consommation, en disant on n'importe plus. Thomas Sankara avait parlé du Faso d'Amfani. Et vous voyez le sort qui lui a été réservé. Nous avons au Cameroun la Sodé Coton. Nous produisons du coton, mais nous importons les petits pagnes que vous voyez pour les mariages. C'est importé. Les gens vont prendre ça au Bénin parce que la SICAM est en état de mort clinique. C'est-à-dire aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 5 ans d'arrêt de salaire, alors que nous sommes producteurs de coton. Nous devons déjà consommer pour nous-mêmes et peut-être même exporter ce qui ne se fait pas. Heureusement, je crois qu'il y a une restructuration au niveau de la Sodé Coton qui est faite parce que Géocoton semble être sorti du capital. Les Camerounais reprennent. J'espère qu'ils vont comprendre qu'en réalité, l'économie doit être une structure globale. C'est-à-dire il y a l'incitation à la consommation, il y a la production des produits à des normes aussi acceptables parce qu'il faut voir par exemple dans la filière bois, qu'il y a eu des incitations qui ont été faites. Aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que les grands magasins d'ameublement que vous voyez en ville, la moitié des chaises que vous achetez en fabriquées localement. Et donc, le standard a évolué et les prix ont baissé. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, vous voyez, vous aviez des salons simili cuits à 2 millions. Aujourd'hui, vous les avez 300, 400 000 francs. Ça, c'est un impact quand les politiques publiques axent vraiment les efforts dans un secteur d'activité. On a aussi le problème, par exemple, de la filière manioc. Le président en a parlé. Il faut remettre en place un certain nombre de choses. C'est vrai que l'argent a été mis avant. Ça a été détourné, utilisé de manière peu recommandable. Mais il faut refaire ça. Je veux dire qu'il y a deux choses dedans. Il y a la volonté. Il y a surtout le sérieux et la détermination. Il faudrait que les Camerounais et les Africains sachent que nous sommes dans un monde en guerre. Vous voyez un président américain qui va prendre un autre président dans un palais, il le ramène chez lui, il le coffre à New York. Ça ne vous dit rien. Et je peux vous dire que ce n'est pas des questions idéologiques, politiques, parce que les Africains croient que c'est des histoires de marxistes, léninisme, machin. Non, c'est simplement parce que l'économie aujourd'hui est l'arme la plus
efficaces pour développer un pays. Et il faudrait que nous nous mettions là-dedans. Les pays africains qui performent comme le Nigeria, c'est sur le plan économique. Parce qu'il y a un patriotisme économique au Nigeria qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de faire, vous voyez qu'un pays comme le premier producteur africain de pétrole n'a de raffinerie de pétrole qu'il y a moins de 5 ans. Parce que Dangote l'a voulu. Et vous avez vu le combat les combats qui ont été menés contre lui, le sabotage. Mais les Nigérians ont tenu pour lui permettre d'avoir cette raffinerie parce qu'il était incompréhensible, inadmissible qu'un pays producteur de pétrole ne raffine pas lui-même son propre produit. Donc il y a beaucoup de choses. Et je dis, retenons une chose, nous partons là vers une vraie guerre. Parce que le jour où on va commencer, ils vont réagir. Parce que les flux économiques sont importants. Il faut savoir que nos premiers partenaires, c'est la France. Et ce n'est pas des petits montants. Donc leur couper cette manne-là, c'est se préparer aussi à résister aux différentes secousses qui vont arriver. Alors Roger Kiek de Kiki, on parle bien sûr de développement économique. Alors comment passer de revendeur à producteur peut-il promouvoir de manière fluide et de manière rapide le développement économique d'un pays tel que le Cameroun? La troisième guerre mondiale sera économique. Et le théâtre des opérations, ce sera l'Afrique, où les plus grandes ressources stratégiques, notamment les ressources minérales, se retrouvent. Malheureusement, nous avons, sur le plan historique, des économies de type colonial. C'est pas seulement le Cameroun, tous ces pays africains, pour la plupart, ont été conçus et structurés pour servir les intérêts coloniaux. Mon frère Tchamba essayait de l'expliquer tout à l'heure. On vous a appris à cultiver le cacao et le café, des matières premières de rente, à l'export. Parce qu'on savait que vous ne consommez pas le café. Vous savez, quand vous partez à l'est, là-bas, à Betare, Oya ou à Batouri, vous voyez un enfant avec le ventre ballonné, il n'a jamais goûté la poudre de cacao au petit déjeuner. Il mange du couscous. Tout le cacao qu'on produit là-bas part à l'étranger. Et il paraît que c'est le meilleur, l'un des meilleurs dans les meilleurs marchés du monde. C'est comme ça, c'est une économie malheureusement conçue par les autres pour nous. Et nous dépendons donc des exportations et des importations. Et le danger est que ce sont les autres qui fixent les prix. Parce qu'une telle économie coloniale subit les facteurs externes. Dès qu'il y a une petite guerre quelque part, Venezuela ou en Ukraine, paf, on dévalue les cours. Dès qu'il y a une crise sanitaire quelque part, Covid-19, vous subissez. Et le système en question est conçu pour que vous subissiez toujours des crises et des facteurs externes. Vous n'avez donc pas de marge de manœuvre. Nos hommes d'affaires sont dans ce que le ministre Langenao a appelé market boy, Bayam Selam. Ils vous disent qu'ils sont SECAM, ils sont au groupement des entrepreneurs, GECAM. Ils importent le blé pour faire des pâtes alimentaires. Et pourtant, ils peuvent transformer la farine de manioc ou d'igname ou de patates pour faire les mêmes pâtes alimentaires. On a des structures brassicoles ici qui achètent le maïs à l'étranger pour venir faire de la bière. Et pourtant, on peut faire du maïs ici, localement, pour produire de la bière. Ça fonctionne comme ça. Et les grandes entreprises brassicoles sont en place depuis 1948. En 1938, 38 vers là. Et l'un des grands magnats de la bière en question dans nos pays, lui-même ne vit pas en France parce qu'il ne veut pas, je ne diffame pas. On a lu les montages de ces affaires-là. Parfois, ils vivent en Suisse comme exilés fiscaux pour ne pas déclarer l'impôt de tout ce qu'eux-mêmes prennent en Afrique. Et la Suisse est un pays qui leur offre beaucoup plus de facilité. Vous avez donc des entrepreneurs, market boy, Bayam Selam, qui se battent chaque fois pour que l'État leur donne des exonérations fiscales pour l'importation. D'accord. Ça grève la balance commerciale qui est déficitaire et nous avons donc un pays atrophié. Vous savez, le Ghana nous enseigne aujourd'hui, il en parlait tout à l'heure, dans le domaine de l'agro-industrie. Vous ne pouvez pas avoir les meilleures bananes de Djombe Penja
qui sont vendus sur le marché international comme banane de France, certifiée banane de France, alors qu'elle vient du Cameroun, sans que vous-même, vous n'ayez une possibilité de transformation de la banane. Vous savez, le président Paul Biya avait parlé du programme de reconversion économique de la banane plantain. Parce que le plantain, la banane, c'est des produits structurants. Vous pouvez avoir avec la banane ou le plantain de la farine donc de substitution pour faire le pain, les gâteaux et tout. Vous pouvez avoir, grâce aux épluchures de banane, de l'énergie, c'est-à-dire du biocarburant. Vous pouvez avoir de la banane plantain prêt à être consommée directement. Vous pouvez l'avoir en chips. Vous pouvez avoir de la colle de papier, grâce à... Vous pouvez avoir de l'éthanol, donc du whisky ou du vin de banane tel que vous pouvez... C'est-à-dire vous pouvez avoir 8 à 10 produits rien que grâce à cela. Et comment vous faites alors pour ne pas tirer un avantage comparatif en transformant de telles ressources et en faisant en sorte que votre économie soit modifiée, parce qu'en réalité, nous avons une diversification naturelle. Un pays comme le Cameroun a été béni de Dieu. Nous avons à la fois la banane, le café, le bois, le manioc, en plus des minéraux, ce que les autres n'ont pas. Les autres n'ont que le pétrole, les autres n'ont que les arachides. Nous avons la possibilité de cesser donc d'être un importateur, mais de devenir un producteur. Alors, et la volonté politique, pour terminer, la volonté politique est ici très très indispensable, parce qu'au Burkina Faso, le capitaine Traoré vient de prendre la décision lui-même d'impulser la production localement de tout ce que les Burkinabés consomment. D'accord, Jean-Paul. C'est un enjeu extrêmement important. Est-ce que les revendeurs peuvent aujourd'hui avoir cette volonté de partir de ce statut pour devenir producteurs, au regard peut-être des pressions fiscales que ces derniers peuvent endurer, au regard peut-être des difficultés rencontrées peut-être pour monter une entreprise, la mettre en marche? Ces derniers ont des besoins pressants et veulent peut-être rester dans leur statut de revendeur. Nous sommes tous unanimes que oui. Je vis depuis 44 ans. Et depuis que je suis né, le président Paul Biya, dans ses discours, a toujours parlé de consommer camerounais, produire. Je pense que c'est son environnement, les gouvernements qui n'ont pas compris la philosophie du président Paul Biya. Ou alors c'est la mauvaise collaboration, où ils n'ont pas compris sa vision. Nous sommes là comme un papa dans la maison qui a une vision politique. Et sa femme fait tout pour dire aux enfants, papa n'a jamais donné de l'argent pour vous payer de l'école. Parce que papa finance dans la chambre, elle part avec les enfants au marché, ils choisissent. Et dans la technique, elle fait ça mal, et elle monte les enfants contre le papa. C'est en fait ça. Les collaborateurs du chef de l'État sont comme des mamans qui disent toujours à leurs enfants que nous sommes, que papa n'a jamais rien fait. Alors que papa, quand il vient au salon, il vient toujours vous dire, voilà ce que je veux. Alors là, il y a un problème technique. Il faut des techniciens pour implémenter la politique du chef de l'État pour que, enfin, nous passons de revendeurs à producteurs. Parce que ils ont parlé du cacao, du café. Moi, je parle du manioc. Un blanc s'est levé, il a dit les Africains sont plus sages parce qu'ils mangent du manioc. Le manioc est un bec. J'ai dit, est-ce que tous les blancs qui sont fous, drogués là-bas, ont mangé du manioc? Avec le manioc, nous avons du tapioca, nous avons du couscous, on vend du pain de manioc au Carrefour Sam où j'habite. Il y a une boulangerie là. Mais il y a un autre Carrefour de l'amitié. Qui fait quoi pour encourager ces industries? Il y a le vin Ntondobé, le whisky, le bon whisky Ntondobé, fabriqué en Colbison, qui est bon. Il y a le whisky de cacao, produit au Cameroun. Mais on peut faire la promotion de ça. Comme ça n'aide à rien à ceux qui ont, comme disait tout à l'heure, cette horde de personnes, le frère d'en face. On ne fait pas la promotion de ça parce qu'on va acheter le Chivas, ceci ou cela. Non. Consommons et produisons ce qui est qu'on peut bien. Et nous avons, Dieu seul sait ce qu'il a fait du Cameroun pour que nous soyons si à l'aise. S'il continue donc de nous laisser là, nous pouvons produire et vendre ce que nous-mêmes nous produisons et consommer. Merci Jean-Paul. Alors Alain Douk, on parle du Made in Cameroun ce matin. Comment passer de revendeur à producteur pour un développement harmonieux? Moi je veux m'en tenir au titre qui parle du développement. Donc, nous sommes dans le giron de l'économie politique.
tout développement doit être pensé. On doit avoir la philosophie et l'idéologie d'un développement. Donc la responsabilité publique sera donc forcément d'une manière ou d'une autre engagée. Parce que c'est donc la politique qui va créer un cadre régulatoire, un cadre propice pour que tous les différents acteurs du système économique s'épanouissent. Excusez-moi les amis, mais on ne pourra jamais parler de développement dans un pays quand au niveau de la pyramide de Maslow, vous êtes encore à résoudre des problèmes les plus basiques tels que la nutrition, la survie. Vous voulez parler objectivement de développement, résolvez la question de l'autosuffisance alimentaire. La sécurité La alimentaire. sécurité alimentaire. Dites-moi les amis, quand vous êtes encore à ce niveau, vous n'avez même pas résolu ce problème, quelle politique de développement allez-vous pouvoir porter dans un pays où on exporte tout, même ce qu'on mange? C'est très dangereux. Vous dépendez encore de l'extérieur pour votre survie, pour votre alimentation, et vous pensez que vous pouvez vous développer. Par quel tour de passe-passe? Par quelle alchimie? C'est là où nous en sommes encore. Je suis scandalisé. Il n'y a pas assez de temps. Vous savez que je te le disais, là, parce que ce sujet, il est tellement profond qu'en réalité, même 3 heures ne nous auraient pas suffi à aller en profondeur pour expliciter ce qu'il faut retenir de cette histoire. Mais à tout le moins, les amis, je suis scandalisé. Quand dans mon quartier ou pas loin, je constate qu'il y a une floraison, une prolifération d'unités de distribution de Chinois, où on vend tout et presque rien. On vend des caleçons, on vend des chemises, on vend de la porcelaine, de la verrerie, on vend tous les stylos, les cuillères. Et ça me donne mal au crâne. Cette invasion, par exemple, j'ai pris juste la Chine pour illustrer mon propos, cette invasion d'une nationalité autre que la nôtre pour des choses qu'en principe, au Nigeria, ils produisent tout ça. Hein? Quand vous êtes encore à ce niveau-là, ou même les choses les plus ridicules, et les autres qui viennent vous les fournir, vous pourrez parler de développement. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait le point. Il faut qu'on s'asseye et qu'on pense vraiment le développement. Il y a une philosophie et il y a donc des mesures qui doivent accompagner la philosophie du développement. Et les mesures en question doivent être drastiques dans le cas d'espèce où nous sommes là. C'est-à-dire que si vous pensez que les mesures à prendre devront faire l'assentiment de tout le monde, quand vous les avez déjà accoutumés à des mauvais comportements, votre développement devra être différé. On ne peut pas expliquer qu'on délibérément. Vous allez voir que même dans le grand label, le grand lobby qui promeut la dynamisation du système économique, par exemple, si je cite le GCAM, vous allez vous rendre compte que même là, au niveau du patronat, de ces entreprises, il y a des gens qui sont partis prenants pour ce système de saignée de la balance commerciale. Puisque leur activité principale, ce n'est pas de produire localement, pour certains d'entre eux, mais c'est de glaner un chiffre d'affaires, faire du profit sur une activité d'extraversion. On passe le temps à importer tout, et puis finalement, c'est les devises étrangères qu'on doit utiliser pour importer les biens en question, en faisant mal à notre stock de réserve de devises, en faisant mal à notre économie, à nous. On ne peut pas parler de développement tant que c'est encore ce type de philosophie que les gens promeuvent et appliquent. Or, vous allez remarquer qu'il y a un lien incestueux entre ceux qui agissent ainsi et les pouvoirs publics qui leur accordent des avantages, des allègements fiscaux, etc. Parfois même, comme ils sont engagés politiquement, ils ne payent même pas les impôts comme ils devraient payer. Vous venez de le dire. Que le problème est trop profond. Mais vous venez de le dire. Merci, cher On s'est rendu compte de ce que le conseil économique des entrepreneurs était à la fois le conseiller technique du ministre des Finances. Merci, cher Donc il venait avec les dossiers pour l'exonération fiscale. Qu'est-ce que ça peut donner? Merci à Ibrahim Maxime, merci à Cyril Chamba. Je n'oublie pas de remercier Jean-Paul Baïha, de remercier Roger Kiek de Kiki à Lindou pour le passage de ce jour. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres jusqu'à 7 h. Espace Miné, c'est terminé pour aujourd'hui. On va vous donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 h pour une autre production. Excellente journée à toutes et à tous et surtout, très bonne suite d'émissions.